commencé mon histoire? En fait, elle a commencé un peu avant, pratiquement dans les mines de Courrières. Quand Dad et Mamine se sont mariés, Dad était à ce moment-là ingénieur des mines de Courrières. Et nous sommes donc... ils vivaient là-bas et ils ont attendu un bébé. Ils l'appelaient Point Point parce que c'était le point d'interrogation. Ici, je pense et ce bébé Point Point, eh ben, il a d'abord failli arriver trop tôt aux mines de Courrières et ensuite il ne venait plus, si bien qu'il est né dans le déménagement entre les mines de Courrières et les docks et entrepôts du Havre. Le dernier témoin de mon histoire, c'est cette photo prise cet été où nous étions presque tous à Kerprovaux au surlendemain du mariage de Charles et Clara, et où nous avons eu le bonheur d'être très très nombreux. Alors, avant de reprendre le fil de mon histoire à moi, je vais d'abord remonter un petit peu dans le cheminement de la famille. Pour remonter dans le temps, j'avais non pas 2 grands-mères, mais 3. En effet, ce qui était pour maman un deuil permanent, c'est d'avoir perdu sa maman quand elle avait 3 ans elle-même. Elle s'appelait Eugénie Coquart, devenue Madame Yves Bouguen, et elle a eu un accident de voiture en 1912, oui, et de ce fait, les reins cassés, la colonne vertébrale brisée, elle a souffert pendant plusieurs mois avant de mourir finalement. En fait, la vie de Mamine a été très compliquée à ce moment-là. Elle a tout d'abord été élevée à Pontrieux par son grand-père et sa grand-mère Bouguen, son grand-père et sa grand-mère Coquart. Dans les 2 maisons, l'une place de la mairie que nous connaissons tous bien, et l'autre au coin de la rue du côté de l'église. Son grand-père, c'est ça, oui, le grand-père de Mamine, c'était le notaire Yves-Marie Bouguen, dont la photo est à Kerprovaux, et d'autre part, son autre grand-père, c'était un Coquart, je crois que c'était Yves-Marie, ou Yves, je ne sais plus. Et donc ce grand-père, il habitait la grande maison, il était négociant en grains. Donc tout au début, en 1912, Mamine a vécu entre ses 4 grands-parents. Le résultat, une petite anecdote un peu sinistre, à 3-4 ans, on l'a habillée en noir de la tête aux pieds. Et elle m'a raconté qu'un jour, ses grands-parents l'avaient emmenée à Brest, et un coup de vent avait emmené dans le bassin de Brest la seule chose qu'elle avait d'un peu de gai, un chapeau noir avec un perroquet de toutes les couleurs. Donc, Mamine a vécu à Pontrieux un certain temps. Elle a aussi, dans cette période-là, été pensionnaire au Val-André, chez une Anglaise qui s'appelait Miss Hurst. Et ma surprise a été énorme de voir que c'est une pension qui devait être connue, parce que notre ami Daoulas, général breton, nous avait raconté le jour de l'inhumation de sa mère, que sa mère était en pension chez Miss Hurst au Val-André, ce qui était tout de même une coïncidence assez curieuse. Donc, je ne sais pas grand-chose de la façon dont Mamine a vécu pendant la guerre de 14-18. Ce que je sais, c'est que pendant la guerre, il a rencontré Simone, mon grand-père Bouguen a rencontré Simone Mottet, vraisemblablement par l'intermédiaire de l'oncle Jules Le Bigot, qui avait épousé la sœur de Simone Mottet, qui elle s'appelait André Mottet. Donc, en 1916, bon papa Bouguen a présenté sa future épouse, Simone Mottet, l'a présentée à Mamina,
Et la rencontre a eu lieu dans la grande maison de Pontrieux, celle qui est sur la place de la mairie. Et à ce moment-là, bonne maman Bouguenne, la future bonne maman Bouguenne, avait apporté à Mamine une fort jolie poupée que lui présente d'ailleurs Jeanne-Marie Trifolle, qui est une des amies qui est restée, parce que Jeanne-Marie Trifolle s'est beaucoup occupée de Mamine. Donc, si la rencontre de Mamine et de sa future belle-mère a eu lieu en 1916, si je ne me trompe, le mariage n'a dû avoir lieu que juste après la guerre, je suppose. Et en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ma tante Cotte, Claudie, ma tante future Cotte, Claudie Bouguenne, est née, si je ne me trompe, le 8 septembre 1920. Ce qui permet de situer à peu près. Alors à ce moment-là, pour le grand-père Bouguenne, il y a eu plein de trucs compliqués, j'ai du mal à suivre son tracé d'existence. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait des études de médecin, qu'il a passé sa thèse à Montpellier, une thèse sur la propagation de la typhoïde dans la ville de Montpellier. Et avec tous les problèmes que ça posait, parce qu'il a démontré, entre guillemets, brillamment, que la typhoïde régnait avec ardeur autour de la caserne des soldats à Montpellier, parce que toutes les déjections des soldats allaient dans le puits. Donc il ne faut pas s'étonner des épidémies de typhoïde. Un peu plus tard, donc, dans la période qui a suivi la naissance de Tati Cotte et la naissance de Tati Cotte, ils sont partis, le jeune ménage, c'est-à-dire Yves Bouguenne, Simone Exmotet, René Bouguenne et Claudie Cotte. Ils sont partis habiter Paris un certain temps, rue de Magdebourg. Je ne sais pas à quelle période ça s'est fait ensuite, mais bon papa Bouguenne et sa famille sont revenus habiter à Saint-Brieuc, le boulevard Lamartine, je crois que c'était numéro 28, mais j'en sais rien, et où ils ont vécu jusqu'à la retraite du bon papa Bouguenne. Donc quand Mamine était petite, ses 4 grands-parents étaient tous les 4 à Pontrieux. D'un côté, par conséquent, Yves-Marie Bouguenne et son épouse, et d'autre part, les Coquards. Des Coquards, je ne sais pas grand-chose, sauf que Mamine m'a toujours laissé penser qu'ils étaient adorables, et surtout qu'ils avaient été remplis de tendresse pour cette petite fille qui avait souffert qui avait tant souffert de la mort de sa maman. Donc maintenant, nous pouvons parler de mes grands-mères que j'ai bien connues et beaucoup aimées. La première, par conséquent, Simone Exmotet, qui a vécu jusqu'en 1961. Mes souvenirs, d'abord, les premiers souvenirs que j'ai d'elle, c'était soit avant la guerre, où nous avons passé des vacances extraordinaires à Lézardrieux. Pour reprendre, avant la guerre, nous avons passé nos étés dans la maison de Lézardrieux, Roranéole, c'est-à-dire rocher au soleil, et qui était construite sur un point tellement dominant sur le Trieux que les Allemands l'ont réquisitionné aussitôt la guerre, et qu'après ça, bien entendu, il n'en était plus question. C'était donc bonne maman Bouguenne qui tenait cette maison, toujours avec du monde. Il y avait un bateau qu'on appelait le Jackie, et que l'on en retrouvait même après la guerre. Et on faisait beaucoup de bateaux, ce qui m'a fait très très plaisir. En particulier, j'ai une petite anecdote sur moi à ce moment-là. On est allé un jour à l'île de Bréa, et je jouais autour d'un énorme rocher qui se trouvait juste devant nous pendant qu'on pique-niquait. Et puis, 8 jours après, on dit « Ah ben on retourne à l'île de Bréa, là où on était l'autre jour. » Ah très bien. Puis je cherche partout mon île.
et on m'a expliqué qu'il était derrière moi. C'est-à-dire que la marée étant plus basse, eh bien le rocher qui était devant moi dans l'eau était derrière moi. C'était ma première approche des marées et c'est vraiment un souvenir très très précis. Donc Bonne Maman Bougaine, c'était avec elle que nous vivions à Les Ardrieux pendant les vacances d'été. C'est là que s'est passé un fait important. Il y avait, dépendant de la maison, un petit champ avec une cabane et un énorme tas de sable. Et nous, les enfants, c'était là que nous passions nos journées. Et un jour, j'ai vu arriver tout le monde en larmes. Septembre 39, c'était la guerre. Je dois dire que le choc des grandes personnes, je ne savais pas très bien ce que c'était, mais le choc des grandes personnes était tel que ça m'a beaucoup marqué. À ce moment-là, on a pris des décisions très importantes, c'est-à-dire que, au lieu de retourner aux docks et entrepôts sur le port du Havre, c'était pas très très sérieux. Et par conséquent, nous sommes restés passer la guerre à Saint-Brieuc et au début, boulevard Lamartine, où nous avons vécu avec bon papa et bonne maman Bougaine. Et elle s'est donnée à fond pour nous à ce moment-là, étant donné que même c'était elle qui allait faire les queues à la Maison du Peuple pour les tickets de rationnement. Et il lui est arrivé un jour de revenir avec un doigt écrasé qu'il a fallu amputer alors qu'elle passait son temps à dessiner et à peindre et à écrire. Et c'était le majeur de la main droite. Et donc il a fallu qu'elle vive avec. C'est son problème. Pendant la guerre, nous avons vécu longuement chez eux. Ensuite, mais ça je le raconterai après, on est allé s'installer boulevard Thiers pour avoir une petite maison à part. Nous avons ensuite retrouvé Bonne Maman Bougaine pendant toutes les fois que nous pouvions aller en Bretagne, c'est-à-dire que leur maison Les Ardrieux ayant été détruite par les Allemands, ou par les Anglais justement, puisque c'était un point de vue extraordinaire pour les Allemands, donc leur maison ayant été détruite, au lieu de reconstruire à Les Ardrieux, mon papa Bougaine a acheté le terrain actuel de Logivy, où il a fait reconstruire il a dû commencer en 46 ou 47, de façon à ce que, quand il a pris sa retraite en 50, ils ont emménagé à Logivy à ce moment-là. Il n'en reste donc pas moins que nous avons pas mal vu Bonne Maman Bougaine. Elle avait des traits de caractère qui m'ont marqué. Elle était d'une piété extraordinaire et d'une très grande foi en Dieu. Au point qu'un jour, elle dit, elle revient des courses avec son panier, mais elle dit, j'ai beaucoup de chance, la Providence m'a fait rencontrer monsieur, je ne sais plus comment, qui m'a porté mon panier pour remonter. Elle m'a aussi un jour d'ailleurs offert un petit bouquin qui s'appelait 30 jours avec ton âme, et qui était un petit livre de méditation avec 2 pages à lire tous les matins. Je dois avouer que je n'ai pas gardé cette bonne idée. Je disais donc qu'elle était, au point de vue artistique, très douée, au point de vue écriture et au point de vue dessin. Alors, moi, ma très très grande joie, ça a été que pendant que nous étions chez elle en 40, 41 et 42, elle a fait un livre pour moi toute seule, à un seul exemplaire. Alors, elle a écrit cette simple histoire à ma chère petite fille Jacqueline, en souvenir bien affectueux de ses 3 ans. C'était même avant la guerre, donc je m'en souvenais plus. Ça bonne maman. Première partie, 1er au 5 mars 1936. Ensuite, deuxième partie, 1937, et illustration au fil des années suivantes. Alors là, ça n'est pas elle qui a fait le petit portrait, mais ça a été Simone Prel, c'est-à-dire la fille ou la petite-fille du grand-père Yves-Marie Bougaine, avec des illustrations. Elle était très très passionnée d'animaux et de chevaux, des loups.
Alors là, c'est moi qui suis supposé être là. Et il y a une très belle cavalière par là, mais je ne sais pas si la cavalière, c'est d'elle. Voilà, tiens, ça n'a rien à voir. C'est un menu de je ne sais quel mariage que j'ai rangé là. Ma petite Jacqueline, les années ont passé et avec tes 12 ans proches, je me décide enfin à mettre ce livre entre tes mains, qu'il demeure pour toi comme un souvenir d'une époque déjà lointaine, que tu feras revivre chaque fois que tu en feuilleteras les pages. Veux-tu en prendre un très grand soin, le traiter même avec respect, car ce n'est pas souvent que les grands-mères écrivent pour leurs petites filles. La seconde partie de cette simple histoire est peut-être au-dessus de ton âge, mais il s'en dégage une très douce leçon, et c'est cette leçon que je confie à l'intuition, au cœur de la petite fille que tu es aujourd'hui, à la jeune fille que tu seras demain. Puisse-t-elle te soutenir au cours de la vie et t'apprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin, la voie droite, pour mener à bien toutes les initiatives. C'est bien là la grâce que je te souhaite, et plus tard, lorsque tu seras au seuil du bonheur, tel que la Providence l'a décidé pour toi, n'oublie pas alors ta grande maman, ta bonne maman, qui t'embrasse très tendrement. S. Bougen. PS. Quant aux pages suivantes, qui demeurent vierges encore de toute écriture, je voudrais qu'elles se transforment un jour en livres de pensée où chacune de celles que tu as choisies comme amie mettrait leur signature, ou une pensée capable d'élever l'âme et l'esprit. Je laisse ceci à ton jugement. Nous parlions tout à l'heure de la déclaration de la guerre, pour laquelle nous étions donc à Desardrieux, les grandes personnes, dans lesquelles évidemment je ne me compte pas, les grandes personnes ont donc décidé que c'était de la folie de retourner sur le port du Havre, qui serait certainement bombardé. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, jusqu'au moment où ça a été complètement détruit. Donc, on a décidé à ce moment-là qu'on s'installerait pour... Ça devait durer très peu de temps, très vite, très vite. La ligne Maginot était efficace, etc., etc. Bon, donc, nous nous sommes installés pour la durée de la guerre, entre guillemets, éclair. Nous nous sommes installés boulevard Lamartine, à Saint-Brieuc. À ce moment-là, on m'a inscrite au lycée de Saint-Brieuc, là où Tati Cotte avait fait ses études d'ailleurs, et peut-être pas Mamine, parce qu'à l'âge des études, elle devait être à Paris. Et donc, nous nous sommes installés dans le boulevard Lamartine, et on a organisé un peu l'hiver. Alors, Mamine a fait un aller-retour sur le Havre, de façon à rapporter d'une part nos vêtements d'hiver, et deuxièmement, pendant qu'on y était, les disques de Beethoven pour les permissions de date. Donc, je n'ai pas de souvenir très particulier de cette période-là. Je sais que de temps en temps, il y avait des alertes à Saint-Brieuc. Et quand il y avait des alertes, nous allions dans les abris du lycée et nous chantons « Nous irons peindre notre linge sur la ligne Siegfried », etc. Et puis je ne sais plus quoi d'autre en anglais. Donc l'année commence à se passer pas trop mal. Je pense que Dad a eu au moins une permission. Et puis les Allemands, bien entendu, ont déboulé à toute vitesse. Et à ce moment-là, la panique a pris la famille. Pas question que René et Claudie restent ici, beaucoup trop de risques avec les Allemands, par conséquent, il faut s'en aller. Alors nous sommes partis avec la Hotchkiss, qui était à angle droit, avec, en plus il y avait deux petits vases entre les portes avant et les portes arrière, il y avait des petits vases pour pouvoir y mettre des fleurs. C'était une voiture. Ce qui était très utile, pardon ? C'était une voiture. Ah, c'était une voiture, la Hotchkiss, oui, bien sûr. Ah oui, évidemment, maintenant, il n'y a plus beaucoup de Hotchkiss, c'est certain. Puis c'était une voiture allemande en plus, c'est curieux. Bon, et donc, nous sommes partis sur les routes avec Mamine au volant, Tati Cotte à côté d'elle. À l'arrière, il y avait Denise, qui était notre ancienne cuisinière et qui avait dû venir prêter la main à Boulevard Lamartine. Et nous quatre. Alors sur le toit, il y avait un petit réchaud à gaz,
une petite tente, que d'ailleurs on a encore utilisée en 73-74. Nous quatre, toi. Quoi? Nous quatre, toi. Ah oui, alors, nous étions donc, nous quatre, c'est-à-dire Jacqueline, Jean-Claude, 5 ans, Moineau, 4 ans, et Bubu, 2 ans. Et donc on est parti sur les routes. La fuite, c'était vers l'Espagne. Et bon, on part. Et de ce fait-là, la première des choses à faire, c'était de passer les ponts de Nantes. Des heures de queue. Et tout à coup, on a été mitraillé sur la queue, dans la queue. Et j'ai vu avec terreur la dame de la voiture de devant nous sortir avec son bébé dans les bras. Et il y avait toute une nappe de sang qui sortait de la joue du bébé. Ça m'a évidemment terrorisé. Donc on a réussi à passer quand même les ponts de Nantes, à descendre. Nous avons passé au moins 2 nuits en route, si ce n'est pas 3. L'une, on a dormi dans un caboulot avec, dans les tables que l'on avait retournées pieds en l'air. Dans la deux, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs on aurait été aussi bien en dessous, mais enfin ça fait rien. Une deuxième fois dans un couvent de religieuses. La troisième fois, je ne sais absolument pas où c'était. C'est juin 40. Juin 40, oui, l'Exode. Et à ce moment-là, il y a eu en particulier un soir où il y a eu un orage énorme et où nous étions... Alors ce soir-là, justement, on est arrivé devant un château qui devait être celui du colonel de Dade et on a sonné sous les déluges. On a sonné et on nous a dit « Passez votre chemin, allez-vous-en ». Ce qui nous a beaucoup frappé. Et Tati était terrorisée par l'orage et elle a crié « J'ai peur !» Et Mamine lui a fichu une paire de baffes, chose qu'elle n'avait jamais faite de sa vie. Envoyer une gifle à sa sœur, c'était impensable. Mais bon. Et donc finalement, au bout de 3 jours au moins de route, plutôt 4, nous sommes arrivés à... Alors c'est la station, la sortie d'autoroute après Saint-Jean-d'Angély. Et là, on a vu que ça ne servait à rien de remonter, que les Alpes continuaient à descendre, d'aller en Espagne. Et par conséquent, on est revenu sur Saint-Jean-d'Angély. Et nous sommes allés chez le docteur et madame Emery, c'est-à-dire les parents de tante Guy de Boujard, que beaucoup d'entre vous ont bien connus. Alors nous sommes arrivés chez eux, et là je reste rempli d'admiration. Ils avaient une très grande maison faite de 2 maisons, avec des petits escaliers entre deux qui soudaient les 2 maisons ensemble. Et dans chacune des chambres, il y avait une famille de réfugiés qui remplissaient les chambres. Si bien que les Emery, je ne sais pas où ils nous ont casé ce soir-là, mais ils nous ont dit « C'est pas possible, vous ne pouvez pas vous installer ici, mais on va vous emmener demain à Nachan, un tout petit village, tout petit puisqu'aujourd'hui encore, il ne compte que 169 habitants. » Alors je peux dire ça parce que j'y suis retourné, j'avais eu toujours très envie d'y retourner, et quand il s'est agi de descendre pour le mariage de Solène, je me suis dit, je ne vais pas faire toute la route d'un seul coup, c'est pas sérieux, donc je vais m'arrêter, coucher en route dans un petit hôtel, et j'irai le lendemain matin à Nachan, reconnaître les lieux de Nachan. Et alors là, ça a été extraordinaire. D'abord, je ne me rappelais pas que c'était si petit que ça. Et puis, extraordinaire, parce que la mairie ouvrait une fois par semaine, le vendredi matin. On était le vendredi matin. J'ai rencontré le maire, qui m'a très gentiment emmené jusque chez un vieux monsieur de 92 ans, à ce moment-là, qui avait bien connu le docteur Emery, d'autant plus que sa sœur travaillait chez lui comme employée de maison. Et nous avons donc passé là 3 semaines. Mais ce qui est absolument invraisemblable, c'est que l'ensemble de la famille ait décidé que Mamine et Tati, une autre grande personne, et 4 gamins dont l'aîné avait 7 ans, puissent partir tout seuls sur les routes comme ça, dans la cohue. Mais je pense qu'ils ne se figuraient pas la cohue et le danger que représentait l'Exode. Donc nous sommes remontés vers la Bretagne, entre donc pratiquement la Vendée et la Bretagne.
mais il a fallu là aussi beaucoup de temps pour remonter. Et nous nous sommes installés, c'était quand même la période des vacances, et on s'est installé pour quelques semaines dans une petite maison au bord du Trieux, à Les Ardrieux, qui fait tout à fait penser à Brassens, parce que c'était le même coin où ils étaient installés. Je ne sais pas à quelle époque lui il y est allé, mais bon. Et là, l'anxiété était énorme, parce que Mamine n'avait aucune, comme la plupart des épouses, n'avait aucune nouvelle de Dad. On ne savait pas où il était, ni s'il était en vie, ni s'il n'était pas. Elle a été tellement tourmentée, et puis épuisée tout de même par l'exode, elle a été tellement tourmentée qu'elle avait des furoncles sous les bras épouvantables, et que je la revois encore en train d'avoir affreusement mal. Bon. Et un jour, qu'est-ce qu'on reçoit? Par le facteur, une petite carte avec écrit « Je suis », et on barrait ou on laissait, en vie, en bonne santé, etc. Et l'endroit où il était, c'était le camp d'Oflag 4D. Alors Oflag, c'était Lag, c'est le camp, et Off, ce sont les officiers. Il y avait les Stalag et les Oflag. Et donc, on savait enfin que Dad était en vie. Pour le 304e régiment d'artillerie, la guerre s'était passée comme un peu pour tous les régiments. Il y a eu quand même une petite anecdote dans le régiment de Dad. Le lieutenant Bullier, officier orienteur, méticuleux et précis, ne vint-il pas un beau jour nous déclarer que le clocher de Saint-Gibrien, village voisin de notre cantonnement, n'était pas à la place que lui assignaient les documents officiels. Cette annonce fut accueillie, comme l'on pense, avec un scepticisme un peu ironique. On s'est foutu de lui. Renseignement pris, le clocher, à la suite d'un incendie, avait été reconstruit à quelques mètres de son ancien emplacement, et notre orienteur avait raison. Nous nous inclinâmes avec bonne grâce devant son savoir. Bon, il n'en reste pas moins que le 304e régiment d'artillerie, n'ayant plus de munitions, ils ont été capturés et il est donc parti à l'Oflag 4D. Le voyage, je crois, a été épouvantable, il n'en a jamais parlé. Et en fait, c'est une des choses qu'on peut remarquer de tous ceux qui ont été prisonniers ou déportés, c'est qu'ils ont mis des années avant de parler de quoi que ce soit. Donc, ce camp l'Oflag 4D a été un véritable bouillonnement intellectuel. J'ai même quelque part un livre qui a été écrit sur l'éducation. Je ne sais plus où il est. D'autre part, ils ont aussi fait du théâtre. Et avec un des comiques de l'époque, qui était tout de même assez connu. Et chacun apportait sa pierre au bouillonnement. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose aussi qui a été fait et que vous pouvez tous voir si un jour vous allez à Vallouise. J'étais stupéfaite en arrivant un jour à Vallouise, en allant à la Maison de la Montagne de Vallouise, de voir une énorme maquette de plusieurs mètres de large sur le massif de l'Oisan. Et cette maquette a été réalisée à l'Oflag 4D uniquement d'après des documents cartographiques, etc. Et je trouve que c'est absolument sensationnel l'ingéniosité de ces hommes. Quand je regarde mes petits-fils, qui ont mes petits-fils ou mes petits-gendres, ou mes gendres, ou mes fils, je pense à tous ces jeunes qui ont été enfermés pendant 4 ans, 5 ans, sans pouvoir avoir l'espérance d'aller au-delà de certaines limites. Et c'est pour ça que c'est ce désir de fuite et de grand air que matérialise la fameuse aquarelle de Dad, avec une porte qui débouche sur un pays d'Afrique, alors qu'il n'est jamais allé en Afrique. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire à ce moment-là, c'est-à-dire le printemps 41. Les Allemands ont fort bien réalisé
qu'ils avaient des prisonniers, les uns dans des stalags, c'est-à-dire les camps pour soldats, et les autres dans les oflags, c'est-à-dire les camps pour les officiers. Et par conséquent, les officiers, avec la Convention de Genève, ils n'avaient pas le droit de les faire travailler. Par conséquent, ils se sont dit que la bonne solution était, et ça ne s'est pas matérialisé totalement sur le moment, mais dans la suite d'une façon drastique. Les officiers, donc, pères de familles nombreuses, plus de 4 enfants, et non-officiers d'actifs, c'est-à-dire officiers de réserve, pouvaient être libérés, en échange de quoi? Eh bien, on prenait 2 jeunes Français, bien musclés, bien en forme, que l'on envoyait travailler dans les usines allemandes pour construire les armes des Allemands. Or, à ce moment-là, donc quand on a pris connaissance de ça, Mamine est allée faire toutes les démarches et j'ai un petit papier sur lequel il y a écrit Madame Renée Bougaine, ex-Renée Bougaine, épouse Bullier, a 4 enfants, etc. Et ces papiers tamponnés à la commandanture étaient ceux qui permettaient de faire libérer Dade. Et un beau jour, au mois d'avril 41, à peu près, peut-être un peu plus tard, eh bien, qui est-ce qui a débarqué dans la maison du boulevard Lamartine? Dade, auquel on a tous sauté au cou et on s'y est accroché. Avant ça, on lui envoyait des paquets, comme faisait chaque famille. Et ce qui désespérait Mamine, c'est que Dade lui demandait des livres plutôt que du beurre ou des biscuits ou du chocolat. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early and outside. It's hard to fight it though.